Bonjour à tous. Nous revoici pour une vidéo du cabinet Landau Associés avec un sujet d'actualité. Le 14 novembre 2018, le Conseil d'État rend un arrêt et cet arrêt sème un vent de panique dans le monde des sociétés d'économie mixte locale ou des sociétés publiques locales, bref des entreprises publiques locales. En effet, le Conseil d'État vient, avec assez peu de nuances, de dire que l'on ne peut pas faire une société publique locale, mais la même chose s'applique au SEM, entre une commune et l'intercommunalité dont cette commune est membre. L'objet social de la société doit se retrouver dans chacun de ses membres, sauf dans un certain nombre de cas, que nous allons voir. En réalité, il y a certains cas où on savait que c'était déjà illégal que de faire une SEM ou une SPL entre une commune et son intercommunalité. J'y reviendrai. Il y a des cas où il y avait un débat jurisprudentiel. Et là, ce débat, il est maintenant tranché dans un sens très rigide. Et puis, il y a des dérogations qui demeurent légales. Premier élément, quels sont les cas où tout ceci reste légal ? Évidemment, rappelons quand même qu'on peut continuer à faire une société publique locale ou une SEM entre deux communes voisines ou deux communautés voisines qui ont compétence pour ce faire. Ok. Deuxième élément, il reste une dérogation légale qui est très importante, qui a été introduite par voie législative il y a quelques années et qui se retrouve dans le Code général des collectivités territoriales. Cette hypothèse, c'est la suivante. J'ai une SEM ou une SPL communale, où la commune est membre ou actionnaire, et j'ai une intercommunalisation de la compétence correspondante après coup. Alors dans ces cas-là, la commune peut garder un tiers des actions, les modalités de transfert des actions à l'intercommunalité donnant lieu à un débat par ailleurs, mais c'est un autre sujet. Le maintien de cette dérogation, d'ailleurs totalement législative, a été rappelé par le Conseil d'État dans son arrêt. Se pose la question aussi des actions croisées indirectes. Quid des actions de sociétés d'économie mixte locale communale qui prennent des parts dans une SEM intercommunale? Si les objets le permettent, en droit des sociétés, on ne voit pas ce qui s'y oppose, mais ça sera regardé au cas par cas en fonction des objets des uns et des autres. Autre élément qu'il faut évacuer, c'est qu'il a toujours été illégal de faire, ça a été jugé ainsi, une société publique locale ou une SEM entre des actionnaires publics dont certains n'ont aucun fragment de la compétence de la société. Si je fais une SPL en matière d'eau potable et que sont membres des actionnaires qui n'ont plus la compétence eau potable du tout, évidemment que c'est illégal et ça c'est pas nouveau. On a des jurisprudences que vous voyez à l'écran, anciennes sur ce point. Maintenant, abordons le sujet qui était débattu. Est-ce que je peux faire une société d'économie mixte ou une SPL ayant un objet social couvrant pour partie des compétences restées communales, pour partie des compétences intercommunales, et dans ce cas-là, tout le monde se retrouve dans la société, à charge lors des passations de contrats des actionnaires de bien donner des contrats à la SPL ou à la SEM dans les domaines où ils ont évidemment encore compétence. Distinction extrêmement importante dans laquelle malheureusement le Conseil d'État n'est pas rentré. C'est tout à fait regrettable. Tout vient de la formulation du code que l'on retrouve à peu près sous la même formulation dans le droit relatif au SPL et dans celui au SEM. Et donc, avec la question, est-ce qu'il faut que les compétences des actionnaires se retrouvent pour partie dans la SEM ou la SPL pour pouvoir être actionnaire, quitte à ce que la SEM ou la SPL ait un objet social dépassant la simple intersection des compétences des actionnaires, ou est-ce que la compétence, l'objet social de la SEM ou de la SPL doit être à l'intersection des compétences des actionnaires? Auquel cas, il ne pourra pas y avoir d'actionnariat conjoint d'une commune et d'une interco, sauf le cas d'intercommunalisation postérieure que nous avons vu précédemment. On avait, de ce point de vue-là, un raisonnement qui aurait dû intégrer le droit privé. Un objet social, ce n'est pas la même chose qu'une compétence intercommunale. Une compétence intercommunale, par exemple dans un syndicat mixte ou une interco à fiscalité propre ou autre, c'est un transfert de compétences. Un objet social, c'est une capacité à agir dans un domaine ou un autre, qui ensuite se matérialise par des contrats dans le cas des SEM et des SPL. Donc, c'est là que l'on a un découpage de la compétence. Et d'ailleurs, on avait aussi bien des arrêts administratifs qu'un arrêt de cassation à brandir en ce sens. Les voici à l'écran.
Et puis surtout, il y avait une foison de jurisprudence, que voici, si vous armez d'une loupe, qui disait des choses tout à fait contradictoires. Certains étaient tenants de la première position, d'autres de la seconde. Et le théâtre de Toulouse essayait de faire sa propre synthèse. Là, c'est à Lyon aussi dans une moindre mesure. Et puis vint cet arrêt, il y a quelques jours. L'histoire est une histoire classique où on va faire une SEM qui a des communes et communautés de communes et qui va passer en société d'exploitation d'eau potable et d'assainissement. Je ne connais pas les détails de cette affaire pour ne pas en avoir été avocat, mais on a le sentiment qu'il n'y avait pas de compétence communale dans l'objet social. Donc un cas qui aurait dû être tranché par le Conseil d'État, par une censure, sans aller nous faire un beau considérant de principe, mettant à bas des communautés et des syndicats et des SPL et des SEM étant dans une situation différente. Mais il a plu au Conseil d'État de nous sortir un beau considérant de principe qui fout en l'air un grand nombre de montages territoriaux qui, eux, étaient défendables. Je rappelle, aucune intersection de compétences entre communes et interco, c'est illégal, sauf application de la disposition sur les intercommunalisations postérieures qu'on a vu tout à l'heure, mais objet social couvrant pour partie des compétences communales, pour partie des compétences intercommunales, là il y avait un vrai débat juridique, et donc qui est malheureusement tranché en ayant mis les deux dans le même sac. Lisons ensemble ce considérant de principe qui est assez brutal. Il commence par rappeler la dérogation de l'article 1521.1 du CGCT que nous avons vu tout à l'heure. Très bien. Mais ensuite, que nous dit-on? La participation d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales à une SPL, qui lui confère un siège au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, et a nécessairement pour effet de lui ouvrir droit à participer au vote des décisions prises par ses organes, est exclue lorsque cette collectivité territoriale ou ce groupement de collectivités territoriales n'exerce pas l'ensemble des compétences sur lesquelles porte l'objet social de la société. Dans le raisonnement tenu par le rapporteur public et par le Conseil d'État, et qu'on avait déjà retrouvé dans un jugement du TA de Rennes puis de la CA de Nantes, on a donc clairement l'impossibilité d'avoir une société publique locale ou une SEM couvrant des compétences pour partie communale, pour partie intercommunale, justifiant un actionnariat composite, au motif que ça fait quand même bizarre qu'un représentant de la commune siège pour parler de questions intercommunales ou réciproquement. Encore une fois, la question de la compétence, en réalité, est réglée au stade des contrats qu'on passe avec sa société. Ensuite, c'est un organe qui gère des choses en commun, c'est un organe de gestion. À un instant, il nous vient l'idée de contester que je fasse un organe de gestion lorsque je vais, on a ça en indivision, on a ça dans certains outils de mutualisation, lorsque l'on va avoir communes et intercommunalités qui vont mettre des services techniques ou des services juridiques ou financiers ou de marché public en commun. Bon, c'est un outil en commun. Comment appliquer, par exemple, intelligemment ce nouvel arrêt pour les sociétés d'aménagement ou pour des sociétés qui font tout simplement, publiques, qui font tout simplement de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, parfois pour des communes, parfois pour des communautés. C'est plus une question de compétence, mais le Conseil d'État a bien oublié de nous retenir et de nous donner le mode d'emploi dans ce genre de circonstances. Plus précisément, il nous donne un arrêt avec un considérant de principe qui, au contraire, interdirait de se doter de ce genre d'outils communs. Au moment où on cherche à mutualiser les moyens, c'est tout à fait fâcheux. Bon, à court terme, que faire? Laisser passer la tempête? Je ne pense pas. Je pense qu'il est important que les entreprises publiques locales et leurs collectivités actionnaires ou groupements actionnaires s'adaptent très vite parce que les effets d'illégalité en cascade peuvent être tout à fait malencontreux. Donc, il faut s'adapter, quitte à faire des sociétés communales et sociétés intercommunales qui vont mettre en commun, il y a des outils pour ça, un certain nombre de moyens, y compris d'ailleurs des groupements d'employeurs, pour qu'on retrouve une possibilité d'unité d'action concrète qui aurait également pu être un paramètre pris en compte par le Conseil d'État, d'habitude plus vigilant à éviter le gaspillage des deniers publics. Et puis il y a une urgence, c'est qu'au moins pour certaines sociétés, au moins pour celles qui ne gèrent pas des services publics, qui sont plus précisément assignés à la commune ou à l'intercommunalité, mais ceux qui gèrent des moyens, des outils, de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, la construction du logement, l'aménagement, là on a besoin en urgence d'une adaptation législative. Monsieur le législateur, agissez et agissez vite pour réparer les positions
peu subtile du Conseil d'État, sauf à supposer que le Conseil d'État va lui-même amender et atténuer sa jurisprudence, ce qui, si l'on cultive cet espoir, nécessite 1. D'être optimiste et 2. D'être patient. Il n'est pas certain que la vie juridique des entreprises publiques locales puisse se permettre que l'on ait cet optimisme et cette patience. Donc, à court terme, il faut s'adapter, parfois dissocier des sociétés en les dotant ensuite d'organes de coopération sous différentes formes juridiques, et à court terme aussi, au moins pour certaines sociétés, corriger probablement par voie législative les effets de cette jurisprudence peu nuancée. Désolé de finir sur un ton alarmiste, mais il est urgent de s'adapter pour les entreprises et les sociétés nombreuses concernées par cette nouvelle jurisprudence. A bientôt pour une vidéo que j'espère plus optimiste. Merci, au revoir.